Paris 2010, Shanghai 2010, merci Monsieur Pierre Demikoffis de l'amitié que vous nous faites une fois de plus. Il y a un an, nous nous sommes rencontrés. Vous alliez à Shanghai pour le deuxième forum de promotion des matières premières, minières, pétrolières et énergétiques pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Et vous repartez cette fois-ci avec un panel d'industriels, d'hommes d'affaires, d'investisseurs, d'apporteurs d'affaires aussi. Le particularisme, c'est qu'ils sont ivoiriens et vous êtes un cabinet ivoiro-ivoirien installé en Côte d'Ivoire, puis à Shanghai. Et merci aussi de l'amitié que vous nous faites ce matin, de nous présenter une nouvelle recrue qui est très parisienne et qui a décidé de faire ses premières armes en Côte d'Ivoire, que vous amenez à Shanghai, donc immiscé dans le bain. Ce troisième forum a un caractère particulier parce que c'est dans le cadre de l'exposition universelle Shanghai 2010 où vous allez, pendant du 17 au 23 mai, animer le pavillon Côte d'Ivoire sur des thématiques répartis à trois niveaux: la promotion des matières premières, le développement de l'urbanisme, et vous ferez dans ce cadre-là la promotion de l'architecte Pierre Falcouri, vous nous en parlerez, et le troisième volet de cette animation sera basé sur l'économie générale, la transformation des matières premières, axée sur l'agricole. Ce troisième forum, comme je le disais, est le premier dans le cadre d'une exposition universelle, d'où son caractère exceptionnel. Je voudrais qu'on revienne sur le bilan des deux premiers. Quelle expérience avez-vous tiré de cela? Quelle expérience les apporteurs d'affaires ivoiriens que vous avez amenés à Shanghai ont apporté? Et sur le terrain en Côte d'Ivoire, quelle expertise vous avez aujourd'hui pour rebondir sur ce troisième événement qui est le premier vu le caractère exceptionnel? Écoutez, je vous remercie M. Bénard, c'est un plaisir aussi de vous retrouver depuis une année. C'est un plaisir de pouvoir échanger. C'est toujours un plaisir d'échanger sur l'Afrique, sur la vision que nous avons tous africains de notre développement, de notre continent et de nos pays respectifs. Alors, la naissance d'un enfant, évidemment, se voit par différentes étapes. Je dirais, on va l'observer à ses premiers pas. Et j'ai toujours dit dans mon adage, un long voyage commence toujours par un premier pas. Le premier pas du PKD, c'était d'une part d'aller vers un horizon nouveau, de s'installer à Shanghai. Donc nous avons fait les premiers pas. Les pas suivants ont été de se dire, écoutez, nous allons créer une thématique. Nous allons créer la thématique du forum de promotion des matières premières. Ce qui a été fait il y a 2 ans, le premier forum, qui était, je dirais, un des pas suivants, qui était d'une part de se faire connaître en Chine comme un cabinet référentiel, un cabinet africain qui était capable de venir sur le territoire chinois et de dire, écoutez, nous venons vous voir et nous venons vous dire qui nous sommes. Et nous vous dire, nous avons nos matières premières, donc voilà quoi nous voulons faire, voilà ce que nous voulons faire, nos matières premières. De ceci, ce premier forum a été, je dirais, très bien perçu. Il y avait quelques entreprises, pas beaucoup, parce que c'était le commencement des pas, comme je vous expliquais pour un enfant qui commence. Donc, le deuxième forum a été un succès. C'était le forum de l'année dernière, où les entreprises du secteur des matières premières sous tutelle du ministère des Mines et de l'Énergie ont participé. Je profite de cette caméra, de l'occasion que vous me donnez, de remercier parce que le haut patronage du président, le président Laurent Gbagbo, qui a compris et qui a toujours adhéré à ce projet de promotion des matières premières, de transformation des matières premières agricoles, et qui a accordé son haut patronage, je dirais, à ces 3 forums successifs. Je remercie aussi le ministre des Mines, Louan Emmanuel Mounet, qui a participé vivement et activement à l'organisation de ces forums par les entreprises sous tutelle. Évidemment, ce qui était très intéressant, c'est la vision et la perception des directeurs généraux des sociétés du secteur des mines, de l'énergie et du pétrole, qui ont participé à ces forums et qui ont pu promouvoir le projet, expliquer le projet à des partenaires techniques, des partenaires financiers, asiatiques, en particulier chinois, dans ce cadre de sa rencontre business to business. Il y a eu évidemment des visites d'entreprise, des conférences, des rencontres, je dirais, pour lesquelles j'ai assisté et j'ai préparé ces négociations.
et qui ont abouti à des succès. Quels sont les succès? Bon, il y a des succès d'une part techniques, techniques et financiers. Nous avons, pour le port autonome d'Abidjan, j'aime le répéter parce que c'est quelque chose qui me plaît à le répéter, le port de Shanghai a souhaité signer un accord de coopération avec le port d'Abidjan. Le port de Shanghai, 431 millions de tonnages par an. Le port d'Abidjan, 21 millions de tonnages par an. Premier port Afrique de l'Ouest. Et le port de Shanghai, le premier port mondial. La Côte d'Ivoire, petit pays en nombre, 20 millions d'habitants, mais grand pays en vision. Oui, mais pas tellement petit pays, c'est 40% de la communauté monétaire ouest-africaine, la Côte d'Ivoire. Dans le moteur économique d'Afrique de l'Ouest, carrément. Je n'osais pas le dire, alors je rebondis. Et je suis rien, ça aurait été prétentieux de dire grand pays, mais si vous dites 40% de croissance, ce qui est vrai à Montaigne-en-Moi, alors vous imaginez que la Côte d'Ivoire doit être soutenue par tous les pays africains pour ce projet, parce que quand on reprend 40% de croissance dans le mois, nous savons que nous ne le faisons pas que pour la Côte d'Ivoire, nous le faisons aussi pour tous les pays interlangues. Oui, c'est le premier producteur mondial de cacao, et on sait que plus de 70% du cacao ivoirien participe à la fabrication mondiale du chocolat. Donc c'est un impact considérable. Un impact considérable, on sait aussi que quand même 10% de taux de croissance de consommation de chocolat en Chine, par an. C'est-à-dire les Chinois consomment, du chocolat, il y a une évolution de croissance de 10% de chocolat en Chine. Nous savons que 500 entreprises, de transformation des matières premières chocolatières se trouvent à Shanghai. Nous savons qu'il y a 1,3 milliard d'habitants. Vous imaginez le potentiel pour un pays comme la Côte d'Ivoire de se dire nous voulons avoir une vision de semi-transformation des matières premières, cacao, de pouvoir peut-être pénétrer le marché chinois, sans forcément, vendre des fèves de cacao en brut. Nous voulons transformer nos matières premières, en particulier le cacao, et puis attaquer ce marché par des industriels, des opérateurs qui sont capables d'être armés, d'être accompagnés, d'avoir une expertise dans cette pratique des affaires internationales, dans ce secteur des matières premières agricoles, minières, pétrolières. Voilà en quoi le cabinet PKD est, une ambition du cabinet PKD, et c'est l'originalité de ce cabinet. Voilà. Donc il y a eu des conséquences pour la GIST aussi. La GIST aussi a eu un financement comme de 12,2 millions d'euros par une entreprise chinoise, avec une banque chinoise, dans le cadre de l'augmentation de ces sphères de pétrole. Donc c'est une banque chinoise, une entreprise chinoise dans le cadre de ces forums. La SOPUE qui est en train de négocier avec une entreprise comme la CEMEC, Chana Machinerie Électrique Corporation, négocier pour des projets de centrales hydroélectriques, sachant que nous avons tous les problèmes d'électricité en ce moment en Côte d'Ivoire. Donc l'ANARE, qui est l'autorité de régulation qui s'inspire un petit peu, de comment la régulation peut être faite en Chine, qui peut s'inspirer des perceptions de régulation en Côte d'Ivoire. Donc j'ai parlé du port, je vous ai parlé aussi de la Sodemi, qui est une entreprise qui déjà, avant mon forum, participait activement à des rencontres avec des entreprises chinoises dans le cadre de prospection minière. Donc voilà. Donc, la Côte d'Ivoire se positionne, le cabinet les accompagne. Le cabinet les accompagne d'une part sur une expertise d'ingénierie juridique dans les affaires internationales en Chine-Afrique, les accompagne en identifiant des partenaires crédibles, les accompagne, dans les signatures et les projets de convention, de contrat. Alors, lors de ces deux premiers voyages, surtout lors du premier, quand vous arrivez à ce troisième, et avec le recul, est-ce que vous vous dites que vous avez eu raison d'amener à Shanghai les premiers porteurs d'affaires? Ce que j'aimerais savoir, c'est parmi ces porteurs d'affaires, c'était leur première sortie internationale où ils avaient l'habitude des forums. Ceux qui avaient cette habitude-là, quel est leur regard aujourd'hui? Est-ce que les mêmes se sont inscrits sur les listes? Quels sont ceux qui se sont ajoutés? Et quel est le particularisme de ceux qui se sont ajoutés? Écoutez, je crois que les gens n'avaient pas l'habitude de ce genre de forum. Les gens avaient l'habitude de participer, pour certains, dans des foires. C'est pour ça d'ailleurs, je confonds foires, salons, participer dans des salons, dans des foires, dans des manifestations commerciales. N'oublions pas qu'un forum, c'est avant tout une plateforme de communication, une plateforme d'échange intellectuel, de vision, de rencontres d'affaires, de discussions d'affaires, de projets. Donc c'est ça la thématique d'un forum. Donc pour certains, le commencement des participations des forums, pour eux, c'était un salon. Donc on va, on expose, et puis on
dispose le projet, et puis les gens passent, on écoute, on dispose des brochures. Non, c'était pas du tout ça. Donc c'était une particularité qui les a charmés, parce que c'était déjà pas un forum, c'était très structuré, très organisé, c'est des rencontres préparées, c'est des projets qui ont été étudiés, c'est des personnes qui viennent et qui connaissent déjà un peu les projets. D'une part, les participants ont été tenus par la qualité de l'organisation. Excusez-moi de vous le dire, mais je suis obligé quand même de parler de cette qualité de cette organisation qui a été faite par mes collaborateurs, hein, et pas mon cabinet, et ils l'ont reconnu. Deuxième chose, les participants ont été charmés par cette qualité et charmés aussi par la qualité, je dirais, des entreprises chinoises qui ont participé, hein, et elles ont réitéré, je dirais, leur participation. Cette année, ce sont les mêmes qui partent. Pourquoi? Parce qu'elles veulent poursuivre un petit peu ces négociations qui ont été commencées l'année dernière, pour certaines les terminer, pour d'autres, je dirais, ouvrir un nouveau horizon, car nous sommes dans le pavillon en Côte d'Ivoire et dans le cadre des expositions universelles de métis où tous les pays du monde sont présents. D'accord. Nous allons terminer cette première partie. On ne pourra la terminer, pour moi, sans évoquer la situation politique. Dans un contexte politique où on observe que certains sites Internet autorisés mettent la Côte d'Ivoire comme un risque potentiel en matière d'affaires, et quand on observe par ailleurs que la destination des entreprises, et notamment des entreprises françaises, a un favori aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, est-ce que vous dites à ces autorités-là, attention à ce que vous écrivez, ou alors vous avez oublié de faire la mise à jour de vos sites Internet, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'apport de la Côte d'Ivoire dans le PIB, par exemple, français, ce n'est pas 0, plein de 0%, mais il y a des conséquences directes. Et quand vous regardez l'implication du règlement du conflit politique aujourd'hui, vous dites attention à ne pas rater l'opportunité de régler les choses, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de sortir de cette léthargie politique dans laquelle on l'y a volontairement trempé. Tout à fait. Alors moi, je crois que il y a la Côte d'Ivoire et il y a les personnes. D'accord. On est souvent dans ce problème-là, des problèmes de personnes, hein, où des gens considèrent de loin que cette personne ne convient pas. Donc, à partir de cette personne ne convient pas, il faut le faire partir. C'est comme si vous êtes chez vous tranquillement, vous êtes propriétaire de votre maison, et moi je suis à côté, le voisin, ou je suis très loin, et vous ne me convenez pas. Parce que je considère que vous avez une couleur ou une manière de vous exprimer, un comportement qui ne me convient pas dans le quartier dans lequel je suis. Donc je demande, et je tue tous les moyens pour faire partir. Et je crois qu'il faut qu'on arrête ces problèmes de personnes. Les gens, les États sont souverains. Les États souverains choisissent, je dirais, le prince. Et il faut quand même qu'on puisse laisser ces pays aller vers leur vraie destinée, avec les dirigeants qu'ils ont choisis. Et puis qu'ils assument les dirigeants, aussi des bons comme des mauvais. Mais on ne peut pas venir dire que ce dirigeant est mauvais et bon pour le peuple, quand même. Donc voilà, Machiavel l'a si bien dit. Et pourquoi pas, nous ne dirons pas que les dirigeants français ne sont pas bons pour les Français? Pourquoi ne mettrons pas la France en liste noire? Pourquoi ne mettrons pas, je ne sais pas moi, l'Italie qui a en ce moment des problèmes avec l'immigration et qui a des comportements, je dirais, avec certains immigrés? Pourquoi ne mettrons pas peut-être la France dans les listes rouges en disant que le comportement de violation des droits étrangers et l'habeas corpus peut être dangereux, donc mettons la France dans les listes rouges? Non, je crois plutôt que c'est un problème de, je dirais, de relation de puissance économique. Non, la main qui donne est toujours plus forte que la main qui reçoit. L'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, veut à un moment donné se dire nous allons nous prendre notre indépendance. Cette indépendance, c'est-à-dire un retour à l'indépendance politique, après c'est l'indépendance économique. Je crois que quand Abdoulaye Wade vous dit qu'il veut prendre sa souveraineté et qu'il veut à tout prix récupérer, je dirais, les bases militaires françaises, qu'il explique à Hervé Morin, c'est une souveraineté territoriale, nous récupérons les bases, je dirais, militaires françaises. Voilà. Je crois que les Africains sont en train de vouloir se réveiller et de vouloir aussi, dans ce rapport qu'ils ont entretenu depuis des années avec la France, je leur dis écoutez, nous sommes dans un nouveau rapport. Donc, les autorités françaises doivent le comprendre. Cette génération qui sont au pouvoir, une génération qui est haute que ce qu'était, et d'autres viendront, seront certainement auront un autre comportement. Il faut aussi concevoir et anticiper. Donc, je crois que la Côte d'Ivoire doit être regardée que sur le plan économique pour les partenaires, économique pour les pays économiques,
Comme disait De Gaulle, les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Alors, quels sont les intérêts? Ce sont des intérêts économiques. Donc, quand on liste la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a des problèmes politiques, d'élections politiques, c'est vrai, certes, mais ce n'est pas les autres qui veulent la lister, c'est nous qui devons nous dire ça nous dérange déjà. Et ça nous dérange qu'il n'y ait pas d'élection. Ça ne va pas déranger plus celui qui a des élections, quand même. Ça nous dérange, nous, les Ivoiriens, qu'il n'y ait pas d'élection. Parce que nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de stabilité politique qui permet une stabilité économique pour nous-mêmes, Ivoiriens, pour investir. Et pour rassurer les autres investisseurs. Donc ça nous dérange. Maintenant, quand on vient nous lister, écoutez, je laisse l'appréciation à chacun de lister les autres. Les thèmes listes me déplaient. Vous savez, on listait en 1945, les gens ont commencé à mettre des croix en disant que cela soit pas bien, soit pas bien. Donc je crois que l'histoire se répète pour certaines choses. Excusez-moi, cette comparaison n'est peut-être pas bonne, mais dès qu'on commence à faire des listes, à choisir les gens qui respectent certains critères, certaines choses, ça me dérange. Je crois que il faut plutôt aider les gens à avancer et à s'améliorer, non pas les lister. Donc la Côte d'Ivoire a des problèmes politiques. Nos leaders, peut-être, ne sont pas assez pris d'intérêt général. Il faut que les acteurs de développement, les opérateurs privés continuent ce combat-là, qui sont les Ivoiriens qui aiment le pays, continuent ce combat pour permettre, d'une part, un équilibrage, et qu'on dit trop de politique nous tue, nous voulons faire de l'économie qui va nous pouvoir nous permettre de sortir cette léthargie politique. Alors justement, pour que trop politique ne tue pas l'économie, nous allons plonger dans cette grande nef qui sera Shanghai 2010. On a vu les vidéos et les photos de ce que les Chinois préparent. Ils ont décidé d'en mettre plein la vue au monde entier et de montrer qu'ils sont une économie prospère. C'est dans ce cadre-là que la Côte d'Ivoire sera ce petit endroit dans ce pavillon où le monde entier sera représenté, où la notion de B2B va prendre tout son sens. Est-ce que vous n'avez pas peur du marché chinois? Alors, écoutez, moi, il y a une phrase, un général chinois qui s'appelle Sun Tzu, et qui expliquait que la crainte de l'adversaire, qui expliquait que c'était un grand stratège chinois du IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui expliquait comment, je dirais, lorsque l'adversaire peut être plus fort, comment il faut l'attirer, etc., pour des promesses, comment il faut l'éviter, et comment il faut mesurer, je dirais, les forces. Pourquoi voulez-vous que nous ayons peur de la Chine? Déjà, d'une part, la question de peur, ça veut dire que c'est un adversaire. Nous sommes dans un rapport de force. On a pu avoir peur parce que nous savons que nous n'avons pas de force équitable. Nous ne sommes pas dans ça. Nous ne sommes pas dans un camp d'adversité. Donc la peur, nous n'avons pas peur. Même chose, nous disons, mais écoutez, pour avoir peur, il faut que nous puissions ne pas nous connaître. Que nous pensions que nous avons des capacités ou des incapacités. Nous avons des capacités. Alors je pose la question différemment. Le marché ivoirien est-il à même de fournir les besoins du marché chinois par la taille? Alors, très bien. Je vais vraiment vous répondre à votre question. Nous ne sommes pas dans cette... Personnellement, moi, en tant que juriste d'affaires, qui accompagne mes clients et qui fois j'essaye ou je transmets un petit peu, je dirais, la vision, comment ils peuvent, je dirais, pénétrer ce marché ou la pratique des affaires internationales, je le dis, la première étape pour vous, entreprise, c'est de chercher à voir comment vous allez maîtriser votre environnement d'affaires local. Pour cela, il faut d'une part avoir une maîtrise des transferts de technologies adaptés à votre environnement local. L'Asie, en Chine, ça peut être un premier contact pour voir un petit peu comment ces transferts de technologies adaptés, moins coûteux, peuvent vous permettre d'une part de mieux maîtriser votre environnement local, d'être des PME, des PMI locales qui ont une vision de développement, d'être des entreprises de taille qui ont aussi une vision de développement à long terme, donc de faire en sorte que ce soit déjà la maîtrise de la technologie diverse. Donc à partir de ce moment-là, nous ne sommes pas dans une vision de vouloir à tout prix fournir un marché chinois ou indien. Nous sommes déjà en train de dire qu'il faut que nous soyons un NPI. Pour cela, nous allons voir des partenaires divers, des partenaires asiatiques, en particulier chinois, comme d'autres partenaires, des partenaires historiques comme la France. Mais nous disons, et je dis à mes clients, ayez une politique industrielle dans votre vision, dans votre pratique des affaires avec vos partenaires. Alors, le premier thème de ce forum que vous allez animer, et dans la rencontre que nous avons vue hier, vous disiez que, bon,
vous êtes obligé de faire une animation de 3 forums différents, mais je remarque qu'il y a 2 qui sont à peu près similaires. C'est le premier, la promotion des matières premières, et le troisième qui sont aussi la promotion des matières premières, mais intitulé Économie générale, axé sur la transformation du produit agricole. Alors, je pose la question, quand on sait que dans nos pays, que ce soit en Afrique francophone en général, il y a très peu d'industries de transformation de produits finis, et on sait aussi qu'au Fouet-de-Boigny, à son temps, avait voulu installer une usine de transformation de produits finis en termes de cacao, donc il faut faire du chocolat. Il n'a pas réussi, je pose la question, avec la redéfinition. Le mur de Berlin est tombé, les relations franco-africaines sont en train d'être redéfinies, l'Afrique centrale s'organise plus ou moins, on va dire ça ainsi, les dinosaures partent les uns après les autres, une nouvelle génération comme la vôtre arrive aux affaires. Quelles sont les chances, monsieur Pierre Zivikofi, de voir enfin en Afrique centrale ou en Afrique francophone, notamment en Afrique de l'Ouest, la première usine de transformation de produits finis? Cette chance viendra-t-elle d'un forum comme celui-ci que vous co-organisez, je veux dire, avec les Chinois à Shanghai dans le cadre de l'exposition universelle? Déjà, je n'organise pas avec les Chinois. Le cabinet PKD l'organise entièrement. En Chine, sous le patronage du président, c'est vraiment mon cabinet qui organise, et les Chinois sont bien contents que je l'organise pour promouvoir cette relation Chine-Afrique. La deuxième question que vous avez posée, quand est-ce verrons-nous une unité industrielle de transformation des matières premières agricoles? Ça existe. Le groupe SIFCA, un groupe de transformation des matières premières agricoles. Matières premières agricoles, je dirais d'huile de palme. Voilà. Et n'oublions pas que le groupe SIFCA a cédé une partie de son activité cacaoyère à des groupes américains. Et c'est mis dans un positionnement de, TVA et d'huile de palme, qui sont associés avec Wilmart et Olam, qui sont des groupes indiens et singapouriens. Alors moi je me dis, très bien, le groupe SIFCOM, détenu par, Olam et Wilmart et la famille Billon, dirigé par M. Yves Lamblin, ça a eu cette vision par le fondateur, Pierre Lamblin. Mais nous pensons qu'il peut avoir des groupes moins importants, des PME, qui peuvent se mettre dans cette transformation des matières premières agricoles. Il y a une demande forte de la consommation d'huile de palme au niveau même régional. Il y a vraiment un déficit. Oui, mais voilà, le marché n'est pas atteint. On observe toujours sur le plan régional, sur le plan même, si je prends la Côte d'Ivoire dans sa consommation intérieure, on a toujours à peu près 60 à 65% du produit qui vient de l'extérieur. Si je prends l'huile de palme, au lieu qu'elle soit transformée sur place, la première transformation se fait là, et la transformation définitive vient toujours de l'extérieur. Bon, je reviens à ma question. Quand est-ce que nous allons voir en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest par rapport aux avances de la zone économique, une usine de transformation à 100% ivoirienne, qui satisfasse le marché local, qui vendent déjà sur le plan régional, qui vendent, et puis sortent de produits sur le plan international. Excusez-moi, peut-être que je n'ai pas été assez clair, mais je sais que ce groupe déjà le fait. Le groupe SIFCA vend au Sénégal, vend ses produits d'ailleurs dans les grands groupes indiens, et malaisiens et singapouriens. Moi, je suis en train de vous dire, ce qui sera intéressant, c'est d'une part de créer des petites unités industrielles de transformation de ces huiles de palme qui pourront revendre à des grands groupes qui sont acheteurs internationaux, qui achètent pour revendre un peu ces marchés internationaux. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est l'échelle, l'échelle de la division du travail. À un moment donné, il faut que ce ne soit pas que des planteurs qui vendent les graines de palme directement à ces grands groupes ou à des unités industrielles qui existent, parce qu'il y a quand même des unités industrielles qui existent à Abidjan. Mais je voudrais, en Côte d'Ivoire, qu'il y ait plus de paysans qui se fassent de la transformation, semi-transformation d'huile de palme, qui permet d'une part de raffiner l'huile de palme. Même chose pour les viandes. Qu'il y ait des groupements ou des coopératives qui commencent à faire, la transformation des gommes, des gommes de caoutchouc, qui peut revendre à ces grands groupes, après qu'ils transforment. Ça, j'appelle un nouveau pays industrialisé, ou semi-industrialisé. Commençons à avoir cette vision de semi-industrialisation.
Et c'est adaptable avec l'Asie, qui a, je dirais, ces technologies de pointe, peu coûteuses, qui permettent d'une part des agriculteurs formés de le faire. La riziculture, pareil. Au lieu de faire du riz, etc., et puis que, bon, c'est un groupe ou une seule entreprise d'État, etc., mais permettant à ces agriculteurs d'avoir des coopératives où ils peuvent avoir des machines adaptées pour, je dirais, couper, égrener, je dirais, le riz pour vendre. Donc, faisons une génération, je dirais, de semi-industriels. Faisons une génération d'industriels. Et on n'a pas besoin de faire des grandes études de HEC pour être industriel. Nous avons besoin d'une maîtrise de technologie pour que, à un moment donné, une génération semi-industrielle puisse après continuer dans une vision. Voilà. Donc, c'est ça, cette thématique des forums, qui concerne d'une part les grosses sociétés d'État, qui aussi doivent avoir une politique de transformation, une politique industrielle. Donc, les deux forums thématiques sont totalement différents. Il y a cette industrialisation du secteur minier, pétrolier, énergétique. Comment transformer nos secteurs miniers, pétroliers, énergétiques. Je vous donne un cas. La Petrosi l'a fait. La Petrosi a créé une usine industrielle de transformation de bitas de Ghana. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous consommons du gaz fait made in Petrosi, made in Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'appelle de l'industrie. De l'industrie, des services pétroliers qui ont été industrialisés. Et c'est dans cette vision dans laquelle les autres entreprises sont. Maintenant, pour le troisième forum, qui est le forum des matières premières agricoles, j'invite ces coopératives agricoles, j'invite ces grands planteurs de dire voilà, nous sommes capables dans ces forums de voir un petit peu le matériel technique, de voir un petit peu des opérateurs chinois ou asiatiques ou singapouriens ou malaisiens, comment ils travaillent et de pouvoir s'adapter à ceci et partager cette vision de cette thématique forum de promotion des matières premières pour l'inspiration, de l'autre pour la promotion et la transformation des matières premières agricoles. Mais là, vous cassez carrément le marché. Je veux dire, au Salon de l'Agriculture à Paris, ou alors au Salon du Tourisme à Paris, vous parliez des salons tout à l'heure, parce qu'on a observé, et ça vous le soulignez, que quand on voit nos cultivateurs ou alors nos techniciens venir à l'artisanat à Paris, ils viennent avec des objets pour les vendre, et on a toujours observé qu'il y a très peu de lobbying. Alors, mais quand vous les amenez à Shanghai, c'est un marché pour certains qui le découvrent, pour d'autres qui le connaissent déjà, et surtout que c'est dans le cadre de l'exposition universelle, dont la vision et le panel seront larges. Je veux dire, quelles sont les bornes, le boarding que vous avez mis en place pour qu'il ne s'égare pas, qu'il reste dans les thématiques et aille à l'essentiel? Alors, la thématique, vous avez raison, c'est vraiment la question est très pertinente et je me sens, je dirais, animé par cette volonté de vous dire qu'on ne confond pas et qu'on ne se méprend pas de mes propos, qu'il n'y ait pas de méprise. Je suis simplement en train de dire que nous avons des pays émergents. Nous avons le Brésil, nous avons la Russie, nous avons l'Inde, nous avons la Chine, etc., que l'Afrique aussi doit s'intéresser à ces pays émergents, au même titre que la France, l'Allemagne, l'Italie, voilà. Mais ces pays émergents ont aussi un modèle de développement qui peut nous intéresser. Un modèle de développement semi-industriel, une manière de faire des affaires, dans les rapports d'affaires internationaux, et que je disais, tiens, il faut connaître cette pratique. Ce cabinet a été créé parce que nous avons cette formation académique qui nous permet d'assister nos clients dans, je dirais, cette pratique des affaires internationales sur certains secteurs d'activité. N'empêche qu'on ne peut pas dire nous n'allons pas collaborer et travailler avec des partenaires avec lesquels nous collaborons. Avec la France, l'Italie et l'Allemagne. Je vous cite l'Allemagne parce que l'Allemagne est un pays formidable à étudier, un pays où une concentration de PME et PMI industriels, qui en sortent, le tissu social est quand même un tissu des PME et PMI industriels. Nous ne parlons pas d'Italie, qui est vraiment le pays des PME. Donc, mais nous disons que tous ces pays utilisent aussi une technologie asiatique pour permettre à leurs entreprises d'être compétitifs. Donc nous disons, nous allons aussi aller dans ces marchés, connaître ces marchés émergents, sans, pour cela, écarter nos partenaires historiques. Au contraire, travailler de manière tripartite, de manière multipartite, avec nos partenaires avec lesquels nous travaillons, avec lesquels ces entreprises travaillent,
mais en intégrant aussi d'autres partenaires pour voir un petit peu quelle est la plus-value. Donc l'exposition universelle tombe à propos. Parce que nous ne sommes pas uniquement en train de dire c'est la Chine qui nous intéresse, nous sommes en train de dire c'est avant tout les entreprises ivoiriennes qui nous intéressent. Donc c'est l'Afrique qui nous intéresse, ce sont les entreprises africaines qui ont une vision de développement industriel qui nous intéresse. Donc forcément, faire passer ce message à tous les partenaires qui seront à l'exposition et tous ces pays qui seront présents, c'est vraiment le moment opportun qui nous permettra de le faire. Voilà, donc je crois que je n'aime pas cadrer ni aborder, j'ai juste à laisser les entreprises parler de leur vision je dirais, de promotion, de développement industriel, et puis à les assister, à les accompagner dans l'approche juridique, dans l'approche de la négociation, et puis d'identifier des bons partenaires, comme tout juriste d'affaires saurait le faire. Alors, vous vous substituez un tout petit peu à ce que le ministère de l'économie ou les ministères des PME-PMI devraient faire. Votre cabinet devient-il, autant pour moi, une annexe de ces ministères? Non, parce que vous savez, dans ce cabinet, on a une prestation de lobbying. Qui est une prestation de lobbying. C'est vrai qu'on pourrait dire, tiens, c'est un travail que devrait faire une centre de promotion, un travail que doit faire un ministère, un travail que... Non, au contraire, c'est pour cela que vous voyez que les ministères sont partenaires. Donc ce travail de lobbying, c'est ce que nous sommes chargés, soit par l'État, soit par les entreprises, de faire du lobbying pour elles et de parler quand même sur une responsabilité étatique. Ce que dit les mots et les propos sont certainement aussi des visions de certaines entreprises d'État, de l'État lui-même. Voilà, donc les choses sont dans ce sens-là. Les choses sont dans ce sens-là. Une troisième question, elle sera beaucoup plus culturelle, et ça, vous parliez d'Abdoulaye Wade. Dernièrement a été inaugurée une statue représentant l'Afrique de demain au Sénégal. La Renaissance. La Renaissance. Il y a quelques années, au Fouet-de-Boigny construisait la plus grande basilique qui existe. D'ailleurs, on a souvenir que le pape avait refusé d'inaugurer cette basilique. Et avant lui, entre les deux, il y a le président ATT qui, dans toute la ville de Bamako, a mis en place des œuvres d'art, que beaucoup appellent des statues. Et on remarque, dans ces trois aspects, ces trois pays différents, ils sont tous en Afrique de l'Ouest, c'est le particularisme, mais les protestations sont montées de tous bords. Est-ce que, pour vous, quand on regarde les choses aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont eu une vision d'avenir, c'est un gaspillage d'argent, ou alors c'est trop tôt pour avoir des monuments de ce genre-là, parce que la basilique en Côte d'Ivoire ne fait toujours pas lieu des circuits touristiques. Les monuments sont tombés dans l'anonymat parce qu'ils sont ceux qui sont au Mali, à Bamako, parce qu'on les voit tous les jours, on ne se rend plus compte que ce sont des œuvres d'art, ils sont là. Au Sénégal, est-ce qu'on ne va pas avoir les mêmes similitudes? Je crois que nous sommes pareils. Donc on va parler... parler un peu des monuments parisiens, un peu de l'histoire et de la polémique que certains monuments parisiens ont pu créer. Rappelez-vous de FM. Qu'est-ce qu'on ne disait pas dans le cadre de l'exposition universelle à Paris, où le monument de la Tour Eiffel est écrit dans le cadre de l'exposition universelle à Paris au début du XIXe siècle, en 1890, je crois. Mais qu'est-ce que ce monument de fer vient faire en plein Paris, dans des quartiers haussmanniens? Qu'est-ce que fait cet architecte à nous cacher, je dirais, cette exposition? Et ça ne sert à rien. On va après, je dirais, récupérer ce fer, le fond. Voilà. Donc c'est une polémique d'enfer, je dirais, pour tout Eiffel. Je crois que le nombre de gens qui viennent voir la Tour Eiffel, je crois qu'aussi les gens du quartier 16e ont tellement l'habitude de voir la Tour Eiffel que ça devient anonyme pour eux. Donc, ça devient important pour les étrangers, c'est une symbolique de Paris, mais ça devient anonyme pour ceux qui sont à côté. Rappelez-vous, de manière contemporaine, les monuments qu'a lancé François Mitterrand au Louvre, qui créent polémique. Sans parler des grands projets architecturaux comme tels que la Bibliothèque de France, etc. Je crois que les bâtisseurs d'un pays ont vu aussi de bâtir, je dirais, l'économie,
On veut bâtir la culture et on veut bâtir la politique. C'est 3 domaines d'activité différents. Il y en a qui réussissent à bâtir une vision politique. Le général de Gaulle a bâti une vision politique. Il y en a qui réussissent à bâtir l'économie. Il y en a qui réussissent à bâtir la culture. Il y en a qui arrivent à faire les 3. Très rare. Hein? Mais il ne faut pas, obscurer, effacer l'aspect culturel qui est très important. Donc je considère que les monuments que le président Wade a lancés est un projet ambitieux, un projet qui vient au moment qu'il faut, qui est un projet qui permet d'une part et la thématique de dire voilà, il existe un monument à Renaissance. La preuve, c'est qu'on en parle. Donc c'est déjà un projet polémique qui en parle et qui en vaut la peine. Je considère que la basilique, évidemment, le président l'a fait, et je considère qu'il faut comprendre l'idée des bâtisseurs. Vous savez que lorsque vous êtes avec des personnes qui ont une vision de bâtisseur, il faut des années, voire peut-être très longtemps pour que certaines personnes y adhèrent. Parce que la vision d'un bâtisseur n'est pas forcément la vision de celui qui vit tous les jours, je dirais, ses préoccupations quotidiennes, qui se dit, tiens, moi j'ai des problèmes de pouvoir d'achat, j'ai des problèmes d'accès à la santé, et je vois un monument, et voilà. Donc, ils n'ont peut-être pas la même notion, l'autre qui a une notion de 100 ans, 200 ans, et je vous parle des forums, des matières premières, des civilisations, des NPI. Ça n'empêche pas qu'il y a des problèmes quotidiens, tous les jours en Côte d'Ivoire. Mais il faut aussi avoir une vision généraliste, et avoir un objectif, une vision. Et pour cela, évidemment, cette vision, on remplit des conditions, one par one, pour arriver à cette vision. Donc, je crois que laisser nos chefs d'État, quand ils font quand même des choses pas si mauvaises, laisser-les bâtir ces monuments-là. Mais la seule chose, c'est qu'on les entretienne pour que la bâtisse d'un projet ne termine pas, je dirais, un projet inutile. Monsieur Pierre Dzimikofi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie beaucoup, monsieur Arena. Merci pour cette interview. Saco Doctor.